dire, moi ce que je dis, mais vous voulez comprendre l'économie, lisez Extension du domaine de la lutte de Houellebecq. Vraiment, vous comprenez ce que c'est que la compétition, la méchanceté humaine. Mais c'est vrai que ce système capitaliste est un système extrêmement pervers parce qu'il est capable de récupérer n'importe quoi. Il dira, vous êtes d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est les tickets d'entrée. Vous, ce qui est intéressant, c'est le marché que vous avez avec les gens qui viennent. Et vous, ce qui est important, c'est le nombre de disques que vous vendez. Alors que rien des trois choses n'est important. Rien n'est important dans cela. Il faut dire que c'est l'esprit de révolte. Hein. Pardon ? Au passage, laminer complètement l'esprit de révolte. Bien sûr. Ce qui est important, c'est l'esprit de création et l'esprit de conservation aussi de ce qui doit être conservé. Donc moi, c'est ce que j'essaie de mettre en relief et de dire, attention, l'économie qu'on vous raconte, dévoilez-la, décryptez-la, essayez de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce que vous faites remarquablement bien. Je suis dithyrambique, j'ai tort parce que je devrais être critique, mais j'ai un peu de mal. Ce que je voulais remarquer avant qu'on aborde 2 ou 3 questions, parce que vous les abordez toutes ou à peu près, il manque un tome quand même. Vous allez me le dire alors. Parce que vous voulez arrêter là, vraiment. Tout à l'heure, c'est le travail d'édition. Ouais. Qui est là aussi très intéressant parce que, au-delà de cette manière extrêmement simple et humoristique que vous avez d'écrire, et extrêmement fondée, je ne suis pas sûr qu'il y ait un prix Nobel qui échappe à votre regard et à votre critique. Donc, tout ce qui est dit est fondé sur du document. Mais regardez les 2 volumes de cet anti-manuel d'économie, c'est du livre de chevet sans aucun problème. Vous y allez, vous avez une photo, vous avez Gainsbourg qui brûle son billet de 500 balles, vous avez les jeux qui montrent que Boeing et Airbus ont plutôt intérêt à coopérer qu'à se battre pour vendre plus d'avions, etc. Donc, une multitude d'entrées et une qualité éditoriale qui est à souligner pour un livre qui pourrait, ou pour 2 tomes qui pourraient par ailleurs être extrêmement ennuyeux. Allons-y dans l'économie. Sinon, écrit Bernard Maris, rien ne ressemble plus au café du commerce qu'une discussion d'économistes. Et ils sont heureux dans leur parabole, ils sont en pleine fiction. Clower et Howitt sont 2 grands chercheurs américains totalement reconnus par l'académisme universitaire. Écoutons-les. La microéconomie est un catéchisme universitaire, un programme de recherche centré sur les solutions d'exercices académiques plutôt que sur celles de problèmes empiriques. À en juger par la masse des travaux théoriques récents, nous avons été conditionnés, comme les chiens de Pavlov, à considérer que des réponses précises à des énigmes purement académiques ont un sens et sont intéressantes. L'économie est une fiction imaginaire et tout à l'avenant. Donc, tout ce qu'on a en tête, il faut être transparent, le marché c'est formidable, travailler ou économiser, etc. Vous flinguez tout. Mais pourquoi, la question du premier tome, c'est pourquoi ce discours est devenu dominant, nous oppresse, est devenu oppressant, et nous ne pouvons plus en sortir. Pourquoi nous sommes obligés, nous sommes cobayes, on pourrait dire, de passer par ce discours. Et le 2e tome, c'est plutôt un peu plus philosophique, c'est pourquoi ce système capitaliste. Pourquoi il nous a pris, pourquoi nous sommes devenus... Alors, je reconnais un certain nombre de qualités aux marchands. Les marchands sont des passeurs, hein, ce sont des passeurs d'invention. Ce ne sont pas des créateurs, mais ce sont des passeurs d'invention. S'il n'y avait pas eu les marchands arabes, on n'aurait pas eu le 0, bon, bien sûr. Mais en même temps, ce qui m'intrigue profondément, c'est pourquoi ce système est-il devenu dominant et qu'est-ce qu'il porte dans son cœur. Et tout à l'heure, vous parliez de cette pulsion de mort qui existe dans l'homme. Je pense qu'il n'y a pas qu'une pulsion de mort, heureusement, dans l'homme, mais je pense que cette perversion et cette pulsion de destruction est au cœur du capitalisme. C'est un petit peu la philosophie de ce deuxième on en sort exténué, mais absolument mais béton. Je pense que... je peux aller dans les grandes surfaces maintenant, j'ai ça dans la poche et on se dit c'est formidable. Alors, petits extraits comme ça et on renvoie à la richesse du propos. C'est une idée clé de l'économie contemporaine, l'anticipation rationnelle qui débouche sur un mauvais équilibre. J'anticipe que les autres vont être égoïstes et les autres pensent de même. On joue donc tous égoïstes et on perd tous. La 2e idée fondamentale qui permet d'expliquer comment fonctionne l'économie est l'autoréalisation. Si je commence à dire chacun pour soi, c'est bon, c'est bien, que va-t-il se passer dans la tête de mes basketteurs? Ils vont me croire et se dire oui, la concurrence a du bon. Et voilà que cette concurrence qui n'existait pas chez eux va se réaliser et devenir effective. Ma prophétie est bien autoréalisatrice. Je prévois la concurrence, je chante ses vertus, je mets quelques secteurs en concurrence et la concurrence arrive. La suite du développement.
Non, c'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, pour la concurrence fiscale. On est en train de dire il faut faire la guerre fiscale, donc on va faire la guerre fiscale, donc l'Europe va s'effondrer. Bon, ça c'est un petit exemple. Est-ce que je peux prendre comme exemple la petite parabole que j'aime beaucoup de ce compétiteur américain qui arrive en Afrique et qui dit bon, à des gosses d'Afrique qui dit je vais vous apprendre la compétition, vous allez voir, etc. Que le meilleur gagne et vous aurez une récompense au bout. Donc la loi de la concurrence. Et attention, il prend son pistolet, il donne le signal de départ, et les gosses se prennent par la main et arrivent tous vers lui en souriant. Et il est complètement submergé et abasourdi par cette chose-là qu'il ne peut absolument pas comprendre. Et il se transforme et il devient justement un amoureux de l'Afrique et il reste en Afrique, etc. C'est une histoire authentique que je trouve absolument merveilleuse. C'est-à-dire que cette idée de concurrence, cette idée que nous sommes des ennemis, on nous la construit, on nous la met dans la tête et effectivement ça marche. À force de nous dire vous êtes en concurrence, il faut que vous fassiez du chiffre, il faut que vous fassiez rentrer, etc. Eh bien, nous allons tous faire ça, nous allons vraiment être en concurrence et nous allons lutter contre les autres. Et nous allons nous effondrer en même temps, hélas. Ce que vous dites aussi, et ce qui est très important, on parlera ensuite des solutions, parce que c'est pour ça que je dis qu'il faudra un troisième volume. C'est-à-dire comment on va vers le don, etc. Vers le don, la gratuité, dont vous avez parlé tout à l'heure. Bon, mais une chose que vous dites aussi, c'est que... Alors, vous citez, je ne sais plus qui vous citez, mais vous dites, quand je marchande, la chose marchandée n'a jamais autant de valeur que quand son prix a baissé. Pourquoi n'a-t-elle jamais autant de valeur que quand son prix a baissé? C'est parce que j'ai établi une relation humaine avec la personne. Et vous dites que dans toutes les sociétés précapitalistes, l'échange, donc aussi le commerce, fait du lien social. Absolument. Ce qu'on a aujourd'hui complètement oublié. Et ça revient, enfin, par certains côtés, parce que nous sommes aussi des cigales et des créateurs. C'est pour cette raison que la parole est tellement importante. C'est-à-dire que la parole, c'est un échange, c'est un don contre don. C'est pour cette raison que les chercheurs ont une telle importance dans la société pour moi. C'est-à-dire qu'un chercheur ne peut pas être égoïste. Il est obligé d'aller dans un colloque, vous le savez aussi bien, et dire je vous apporte quelque chose, mais je ne perds rien. Ce que j'ai apporté, je ne l'ai pas perdu. Et ça, le marché ne peut pas le comprendre. Quand je veux voir une pièce, eh bien, il m'a donné quelque chose, mais il n'a rien perdu, lui. Au contraire, il a peut-être appris quelque chose de moi, parce que j'ai applaudi à tel moment, quelque chose comme ça. Et ça, c'est des échanges exemple avec Internet. Pardon? Excellent exemple avec Internet. Qui aujourd'hui a été récupéré aussi, mais bien sûr, au départ, c'est de l'échange de chercheurs. C'est de l'échange de chercheurs, c'est de l'échange que le marché ne peut pas comprendre parce qu'il est obligé d'exclure le marché. Le marché, il fonctionne sur l'exclusion. C'est votre litre d'essence, ce n'est pas le mien. C'est votre maison, ce n'est pas la mienne. On ne peut pas comprendre qu'on partage ce que nous partageons en ce moment. Ça peut être un moment de bonheur, ça peut être des paroles, ça peut être un livre que je vous fais connaître ou que nous fait connaître Philippe. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas marchand comme échange. Don contre don, disait. Obligation de donner, de recevoir et de rendre. On se promène, on se promène dans... Je me disais, tiens, on va prendre deux ou trois exemples, et puis on va faire réagir Bernard Maris derrière. Dans l'actualité, regardez ce qui passe, et que finalement, qu'on comprend ou qu'on accepte comme pain béni, ne serait-ce que parce qu'on nous en rebat les oreilles à longueur de colonnes de quotidiens écrits ou audiovisuels. Extrait. Eu le courage ou l'habileté, je ne sais pas, peut-être les deux, d'ailleurs, de donner votre salaire dans cet ouvrage, qui est de, alors, après impôt... Après impôt, c'est 7 millions, un peu moins de 7 millions de francs par an. Oui. Et je sais très bien que c'est un chiffre qui peut choquer, mais en même temps, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je suis persuadé que plus les entreprises sont grosses, plus elles agissent, plus leurs décisions pèsent sur la vie quotidienne, et plus on doit rendre des comptes. Oui. Et pas seulement à nos actionnaires, aussi à nos clients, au grand public, à l'opinion. Vous laissez entendre que finalement, vous les gagnez, vous les méritez. C'est le prix attribué à la responsabilité. Foutez la vie en l'air de tout le monde, vous en avez rien à foutre. Vous êtes assis là comme il faut, confortablement. Vous gagnez des sommes mirobolantes pendant que nous, nous, au SMIC. Faut pas pousser. À partir du moment où le budget de l'État, il n'y a pas assez d'argent pour baisser massivement les impôts, on doit rendre du pouvoir d'achat aux Français. Par la concurrence, il faut faire baisser les prix. Commentaire? Faux. Il y a des lois économiques, il y a un destin économique. Il y a quelque chose d'immanent qui est aussi fort que les lois physiques qui vous obligent de faire ceci, cela. Alors ça, moi... Or, tout ça, c'est pipeau, hein, c'est ce que vous dites. Absolument, bien sûr, évidemment, il n'y a pas de destin économique. Et vous avez été meilleur économiste de France en 95. Oui, c'est vrai. Ça, mais ce qui me permet d'écrire ces livres, c'est de connaître un petit peu l'économie, si je puis dire. C'est-à-dire d'avoir effectivement respecté certains, dont un qui plairait beaucoup, qui est Keynes, dont la dernière
trouvaille a été de créer un théâtre à Cambridge. Bon, il a fait jouer ses amis, c'était un collectionneur de tableaux, c'était un amoureux des arts, et il disait, mais l'économie, mais ce n'est rien, c'est un moyen, l'économie. Ne regardez, c'était le plus grand de son temps. Il faut euthanasier les rentiers. Il disait, il faut euthanasier les rentiers. Et l'économie, c'est une prémisse, il faut commencer à vivre après l'économie. Ce qu'avait dit d'ailleurs Viviane Forester à un moment donné dans son bel ouvrage L'horreur économique. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que le moyen, c'est la vie. Alors que le moyen, c'est le moyen de la vie, justement. Ce n'est pas, on essaie de vous dire qu'il faut vous focaliser sur l'argent, etc. C'est pas l'argent le problème. Le problème, c'est de vivre, bien sûr. Alors Jean-Marie Messier se dit aussi social-chrétien. Vous n'êtes pas tendre avec les patrons, quand même. Hein. Oh là là là. Si. Mais je leur trouve une responsabilité infinie. À partir du moment où on fait partie de l'élite et des puissants, à partir du moment où on a la connaissance, à partir du moment où on a la puissance, on devrait être justement les gens les plus intelligents de la Terre. Et on est, au contraire, on voit que ce sont les plus égoïstes. Mais c'est inadmissible. Moi, je trouve ça inadmissible. Moi, je rêve de Mirabeau, de Condorcet, des gens qui étaient l'élite de la noblesse de leur temps et qui ont dit, bon, ben, il faut que le peuple soit cultivé. Ça suffit, une nation d'analphabètes. Et aujourd'hui, je rêve d'une certaine manière, un type comme Al Gore me plaît beaucoup, ou quelqu'un comme Schwarzenegger même, qui dit, bon, écoutez, je vais faire un procès à l'industrie automobile. Après tout, c'est un des puissants, c'est un des grands, mais au moins, il ouvre les yeux, un petit peu. Le grand, c'est pour ça que je suis si... Mais est-ce qu'il n'est pas en train aussi lui-même de récupérer, par ce geste-là, un certain nombre de on est humain, donc on est complexe. voilà. On est humain, on est complexe, on a une main qui donne, on a une main qui prend, mais on ne peut pas avoir qu'une main qui prend. Alors écoutez ça, qui t'a fait capitaliste, qui t'a fait entrepreneur, d'où viens-tu, homme d'affaires, de quelle cuisse sors-tu, qui t'a fait riche, on dirait du théâtre. Nous partageons tous une certaine fascination pour ces récits qui relatent l'ascension au pouvoir des hommes d'affaires. Messier, toute la presse à ses genoux. Au sommet de leur puissance, ils sont respectés, loués pour leur rigueur, leur honnêteté, leur force de travail, les sempiternels 14 heures de travail par jour, et aussi connus pour leur colère homérique. Car le coup de gueule, c'est le privilège du chef, du macho, de la brute, du mâle, du singe dominant, rugir, brailler ici ou là pour affirmer son pouvoir. Cela dit, le principe de la réussite est que jamais, jamais la concurrence pure, la loyauté, le combat à armes égales, la méritocratie n'ont permis l'ascension des grands. Tous, peu ou prou, sont issus de la famille, du copinage, de l'ombre, du doute, de l'appropriation des biens publics. Que l'on songe aux fortunes qui se firent en France après la Révolution, au moment de la privatisation des biens nationaux, ou à celle des oligarques russes, ces ex-cocos devenus milliardaires après avoir raflé le bien public. Mais le temps, l'oubli et surtout la puissance garantissent la légitimité. Le temps est le père de la légitimité, comme la force est la mère du droit. Et le temps qui a bien sûr aussi été récupéré par le capitalisme. Bien sûr. Oui, il faut voir d'où sors-tu. Qui es-tu pour me donner des leçons? D'où viens-tu? Qui t'a fait roi? Qui t'a fait comte, disait Aldebert à... Deuxième petit extrait dans la promenade. Eh bien, surtout, quand vous voyez ça, allez chercher les livres de Tonton Bernard et ne pensez pas que c'est vrai. Extrait. Je suis assez implacable dans les fondations aussi. Il y a deux fausses idées. Une fausse idée, c'est l'idée des spéculateurs comme une force de mal. Et je ne suis pas l'image d'un philanthrope parce que il y a des principes qu'il faut suivre dans les fondations et c'est pas la charité. Vous foutez la vie en l'air de tout le monde, vous en avez rien à foutre. Vous êtes assis là comme il faut confortablement. Vous gagnez des sommes mirobolantes pendant que nous, nous, au SMIC. Faut pas pousser. Il y a une mobilisation qui peut se mener. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement. Il faut aussi que se mobilise à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise. Commentaire Bernard Maris. Alors on a remis notre licencié de chez Moulinex parce que il faut insister là-dessus. Enfin, le dindon de la farce, c'est quand même celui qui est salarié. Celui qui est salarié et qui aujourd'hui, parce qu'il appartient à des fonds de pension, vote des plans qui le licencient lui-même. Ce qui est... Est-ce que je peux revenir sur l'histoire du ghetto? Je ne veux pas faire d'amalgame, mais Béthéla me dit quelque chose de terrible. Il dit... Le moyen de domination des humains, c'est l'insécurité. C'est de dire, tu ne sais pas de quoi sera faite non pas demain, mais même l'heure suivante. Dans l'heure suivante, on peut être gentil avec toi, on peut te frapper au contraire, etc. À partir du moment, et Béthéla me dit, même la torture est supportable si on sait qu'elle vient à heure régulière, etc. Mais quand on ne sait plus
ce qu'est le futur, eh bien, tout devient insupportable. Et c'est vrai que ce monde, le nôtre, est un monde d'insécurité extraordinaire. Et que l'insécurité est un moyen de maintenir les gens sous la botte, à une humiliation. Et c'est pour cette raison que des choses aussi simples comme la sécurité sociale sont des progrès de l'humanité parce qu'on donne un petit peu de sécurité aux gens vis-à-vis de l'avenir. Donc, pour moi, la grande force de cette mondialisation, c'est de créer de plus en plus d'insécurité, et donc de faire que nous sommes des gens peureux. Et les gens peureux sont des gens faibles, hélas. Ce que vous dites, alors vous parlez de mondialisation, vous dites aussi, vous parlez aussi, et je trouve que le mot allait très bien avec mondialisation, globalisation, c'est aussi américanisation. Américanisation, oui, c'est vrai. Pour être précis, il faut dire aussi que vous êtes plutôt écologiste, vous avez été candidat vert, etc. Donc, très écolo, et vous dites, là pour le coup, des choses qu'on n'a pas l'habitude non plus d'entendre. Cependant, depuis 1970-1980, le capitalisme et la mondialisation livrés à eux-mêmes ont réintroduit les inégalités. En ce début de XXIe siècle, l'Américain de base, l'ouvrier qualifié, a retrouvé le niveau de vie qui était le sien avant la Seconde Guerre mondiale. Alors que le PIB américain par habitant a cru de 36% entre 1973 et 1995, le salaire horaire de l'ouvrier qualifié, qui constitue la majorité des emplois, a baissé de 14%. Il est revenu à ce qu'il était 50 ans auparavant, alors que le produit intérieur brut, notion que vous faites également voler en éclats, lui a plus que doublé au cours de la même période. Donc l'économie actuelle telle qu'elle est conçue crée les inégalités. Merci de le démontrer aussi brillamment. Alors, vous reviendrez dans 3 ans pour le 3e tome, parce que... Je ne sais pas, je crois que c'est un peu... Comment on sort de... C'est un combat difficile parce que je suis quand même un petit peu isolé aussi. Bon, il y a les théoriciens de la décroissance, les gens qui réfléchissent. Il y a de grands économistes comme Stiglitz quand même. Quand on voit un prix Nobel comme Stiglitz qui apporte de l'eau à ce moulin, c'est très bien. On a oublié ce qu'étaient les États-Unis. On a oublié ce qu'était le rêve américain. On a oublié que les États-Unis étaient le pays le plus égalitaire du monde avec l'Angleterre. On a oublié que les États-Unis, c'était l'ascension sociale, c'était vraiment le fait que mon fils, moi j'étais un petit immigré et mon fils réussissait. Et ça, c'est fini. Et donc, voilà. Stiglitz, dont vous parliez, prix Nobel de l'économie, La Grande Désillusion, publié en 2002 chez Fayard. Bon, il revient sur les dégâts que peuvent faire le FMI ou la Banque mondiale quand ils ignorent... Vous savez, par exemple, on est en Nairobi, en ce moment il y a le Forum social mondial. Bon, la Zambie est le plus grand producteur de cuivre du monde. Combien elle récupère de sa vente de cuivre? 1%. 99% part dans le noir. C'est quand même hallucinant, des choses comme ça. Des petits chiffres... Non, mais c'est des chiffres un peu ennuyeux, je sais bien. Ouais. Ah non, mais j'en ai ajouté un autre, c'est que vous dites, ce qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que quand $1 entre en Afrique, c'est $1,50 qui en sort. Quand vous pensez que l'Afrique nous donne de l'argent, ça, c'est des choses qui, moi, mais il me semble que si j'étais un des puissants de ce monde, mais je dirais, mais je m'arrête, c'est fini. Je fais mes 14 heures par jour, mes colères homériques, c'est fini. Là, je fais quelque Bernard chose. Maris, comment est-ce qu'on sort de ce cycle capitaliste? Parce qu'après tout, ce n'est qu'un cycle parmi d'autres d'une organisation sociale. Alors, ça bouffe tout. Ça bouffe tout, mais c'est jeune quand même, c'est pas si vieux que ça. Mais comment est-ce qu'on peut redevenir ou pré-capitaliste ou réinventer du don contre don à la mode? On en sort par force, on en sort par la pédagogie de la catastrophe. Et la catastrophe s'annonce, et vous savez, il y a eu 100 ans de capitalisme, entre 1814, Waterloo, et la Marne, 1914. Mais on en est sorti par la Marne. Et puis après, on a remis ça un petit peu de temps après. Donc, je ne veux pas faire de pessimisme, je ne veux pas affoler les gens, mais je pense que quand même que cette mondialisation débridée, laissée à elle-même, ne peut que nous apporter des catastrophes très très graves.